Merci. Madame la rectrice, tout à l'heure, j'ai été très touché, vous l'imaginez, par... Merci beaucoup. Ça peut être utile, j'en ai un là aussi, voilà. Merci beaucoup. J'ai été très touché par les paroles que vous avez. Je suis surtout très touché par votre engagement. Je savais que vous étiez très engagé pour les droits des femmes. Je l'ai constaté au cours de votre carrière. Donc, je suis content de vous appeler Madame la rectrice et non pas Madame le recteur, comme on voit dans certains pays. Et donc, je suis aussi content que cette semaine de la francophonie ait pris une telle ampleur en Mauricie. Je veux en profiter aussi pour vous dire que c'est évident, bon, je suis un Québécois de Trois-Rivières, tout le monde l'a compris ces derniers jours. J'ai non seulement gardé Trois-Rivières dans mon cœur, mais comme on le disait hier soir, Madame la rectrice, c'est le cœur de la Mauricie, c'est le cœur du Québec. Et mon ami Jean-Louis, ce matin, qui me rendait un hommage beaucoup trop élogieux, a évoqué notre rivalité quand nous travaillions ensemble entre la Beauce et la Mauricie. Il n'a pas d'université comme l'Université du Québec à Trois-Rivières dans la Beauce. Donc, voilà un nouveau défi que nos amis beaucerons, qui en ont relevé des magnifiques d'ailleurs. Et là, je vois Jean-Louis qui dit « je ne peux pas lui répondre, mais voilà. Chère Mme Ghazali, en tout cas, merci de me permettre de m'adresser à la communauté universitaire de cette magnifique Université du Québec à Trois-Rivières. Je ne vous dirai pas mon âge, mais je vous dirai que quand je quittais, l'université était créée, quand je terminais le séminaire à Saint-Joseph à Trois-Rivières. Monsieur le Consul général de France aussi, merci d'être là je vous l'ai dit, bon succès dans cette mission. Vous allez adorer. Je veux dire, il n'y a pas de plus beau job que d'être Consul général de France au Québec. Monsieur l'adjoint parlementaire qui est représenté, mon ami Jean-François Lisée, je vous salue également. Pierre Noreau, qui est si engagé comme vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, que je salue. Et puis Fatimata Dia, qui est avec nous aussi, qui dirige notre institut. D'ailleurs, plusieurs dans la salle, plusieurs collaborateurs de notre organisation sont là avec nous. Fatimata, qui dirige avec beaucoup de talent notre institut de la francophonie pour le développement durable, donc, qui était jusqu'à tout récemment l'Institut de l'énergie et de l'environnement. Madame la vice-rectrice également qui est avec nous. Et je veux saluer aussi plusieurs consuls, plusieurs représentants de nos pays membres qui sont là, qui me font l'amitié d'assister à cette conférence et qui, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, la Fédération Bruxelles et tant d'autres qui nous font l'amitié d'être là. Je vous ai appelé Madame la vice-rectrice, je vous ai donné une promotion. Voilà. J'ai vu à votre étonnement, vous avez dit peut-être qu'il voit l'avenir. Voilà. Donc, mes chers amis, tout d'abord, au-delà des propos de circonstance, je vous ai dit quand même le plaisir qui est le mien d'être ici et de pouvoir partager un petit peu avec vous ce que nous faisons. Vous m'avez demandé d'aborder, Madame la rectrice, la question justement de l'éducation et de la jeunesse. Pierre Noreau aurait pu le faire aussi avec beaucoup de talent comme recteur. C'est évident que ça tombe un bon moment avec la fête de la francophonie. Vous en avez fait une semaine d'ailleurs, et ça, je pense que c'est le moment. Mais je vais quand même vous donner un grand survol, parce que je me suis rendu compte que souvent quand je rencontre mes compatriotes, on me dit « mais la francophonie, finalement, ça sert à quoi? Ça fait quoi? » là? Je veux dire, tu sais, ça mange quoi en hiver, comme on dit chez nous? Donc, vous faire peut-être un survol rapide, mais assez rapide, pour avoir l'occasion aussi de répondre à quelques questions, si évidemment l'agenda, le temps nous le permet. La francophonie, c'est un fils du Québec qui est le premier secrétaire général. Quand les chefs d'État et de gouvernement souhaitent, et c'est en Afrique que l'idée vient d'ailleurs, c'est le président Senghor, c'est le président Diori du Niger, c'est le président Bourguiba de la Tunisie, rejoint par le Sihanouk du Cambodge qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'est eux qui pensent à cette idée de dire au lendemain de la colonisation, on a trouvé un trésor magnifique qui est la langue française, et donc on se dit comment avoir un Commonwealth à la française dans le fond. Le Commonwealth existe depuis longtemps. Mais ils ont été précédés par la société civile, c'est ça, et ça, il ne faut jamais l'oublier. La francophonie institutionnelle a été précédée par la société civile. Les journalistes de langue française dans les années 50, avec Dostalaire-Oléry, journaliste de Montréal, l'Agence des universités, avec Jean-Marc Léger aussi, mais avec aussi nos amis du Maroc, nos amis de France, qui se mettent ensemble pour dire créons un réseau d'universités
entièrement ou partiellement de langue française. Regardez, la vision est intéressante. Et là, on est dans les années 60. Les ministres de l'Éducation se regroupent aussi. D'ailleurs, premier incident diplomatique québécois, le Gabon invite le ministre de l'Éducation du Québec parce qu'avec l'appui de la France, ils ont compris que c'était de souveraineté des provinces, et rupture des relations diplomatiques du Canada avec le Gabon, qui maintient son invitation pour la première conférence des ministres de l'Éducation, qui s'appelle aujourd'hui la Confémène. Les ministres de la Jeunesse et des Sports aussi. Donc 1970 à Niamey, une vingtaine de pays, un noyau dur de pays qui ont choisi le français, parce qu'il y a très peu de pays qui ont le français comme langue maternelle. Donc, cette vingtaine de pays, croient que la langue française est une langue qui porte aussi des valeurs. Elle n'est pas la seule, mais elle porte des valeurs de liberté, des valeurs de démocratie, des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, des valeurs de solidarité. Et donc, ce regroupement, ces pères fondateurs, vont justement mettre en place cet espace de solidarité agissante. Et Jean-Louis Roy, qui est avec nous, dirigera, lui aussi, un autre fils du Québec, dirigera ses destinées pendant de nombreuses années et lui donnera une impulsion qui fait qu'aujourd'hui, après Boutros Ghali, Abdou Diouf, donc secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, aujourd'hui, c'est une organisation internationale qui marche sur deux jambes. Une jambe politique, mais qui n'a pas perdu de vue non plus l'importance d'une solidarité, d'action, de coopération pour pouvoir influencer le monde. On est 77 aujourd'hui, États et gouvernements, membres et observateurs. 57 membres. Évidemment, on entend toujours la question, est-ce que cet élargissement va tuer la dynamique initiale de cette organisation? Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, à bien des égards, on est une organisation très atypique par rapport à d'autres organisations. Bien sûr, on peut s'enorgueillir de dire que notre langue partagée, la langue française, est toujours, et ça, je sais que les pessimistes de ce monde ou certains beaux esprits qui ont déjà décidé qu'il y aurait une langue unique qui serait l'anglais demain qui dominerait la planète, c'est quand même, le français est quand même encore la deuxième langue la plus enseignée dans le monde. C'est la 9e langue la plus parlée. C'est la seule langue avec l'anglais parlée sur tous les continents. C'est la langue officielle ou de travail de pratiquement toutes les organisations internationales multilatérales. Il y a, au moment où on se parle, 110 millions de jeunes qui apprennent le français, avec 900 000 professeurs de français dans le monde. Il y a, au moment où on se parle, grâce à l'Université Laval qui nous accompagne avec son observatoire de la démographie, 220 millions de personnes qui parlent, qui lisent, qui écrivent le français. Donc on est un peu plus nombreux, mais c'est le chiffre conservateur et c'est la première fois où on pouvait avoir une photographie de la démographie de la francophonie. Parce que comment faire des stratégies pour l'avenir si on ne sait pas justement où sont nos forces, où sont nos faiblesses? J'ai dit atypique à plusieurs points de vue. C'est la seule organisation où on a 2 pays du G8, la majorité des pays les moins avancés de la planète, quelques pays émergents. On est probablement aussi une des institutions carrefour, parce qu'on n'est pas dans un combat contre l'anglais, on est dans une alliance linguistique avec les hispanophones, avec les lusophones, avec les arabophones, parce que l'on croit que le monde doit rester divers, qu'il doit y avoir la diversité des langues, la diversité des cultures, autant qu'on se bat pour la biodiversité au niveau de l'environnement. On est une organisation en lien avec les autres aussi, pas refermée sur elle-même, avec l'Union européenne, l'Union africaine, avec l'ASEAN demain, où nous serons observateurs. C'est aussi une organisation de contraste, parce que, comme je vous le disais, quelle autre organisation peut s'enorgueillir d'avoir un réseau exceptionnel d'agences universitaires, de 800 universités dans presque 100 pays dans le monde? Quel autre regroupement peut s'enorgueillir d'avoir une télévision mondiale qui a 250 millions d'auditeurs TV5,
TV5 Monde, TV5 Québec-Canada. Quel autre peut s'enorgueillir d'avoir 250 maires qui se réunissent chaque année pour défendre justement et relever les défis auxquels sont confrontées les villes maintenant, les métropoles, qui vont prendre de plus en plus d'importance, vous le savez, dans les enjeux qui viennent. Quelle autre organisation peut dire qu'elle regroupe aussi des parlementaires, l'Assemblée des parlementaires de la francophonie, 78 parlements, dont le bureau est réuni ces jours-ci à Montréal. Une université virtuelle, mais une université avec des murs aussi, qui est l'Université Saint-Gore d'Alexandrie, en Égypte, qui forme chaque année, bon an, mal an, 150 à 250 cadres africains qui vont, après, pouvoir contribuer au développement de leur pays. Et puis un forum francophone des affaires, un réseau international de la francophonie économique avec les chambres de commerce et les structures économiques des pays. Donc, vous l'aurez compris, cette organisation n'est pas la Banque mondiale, elle n'est pas l'Union européenne, elle n'est pas une banque de développement. Elle a sa force dans les réseaux. Sa force, c'est les expertises. Sa force, c'est de pouvoir, en français, apporter, développer des modèles et apporter justement des nouvelles pistes par des concertations, par des échanges, pour que les pays aujourd'hui qui sont les moins avancés, soit demain, ils seront inévitablement demain, les pays émergents, puissent faire en sorte que cette langue reste une langue de modernité, ne devienne pas une langue de traduction. Vous le savez, les chiffres sont là. Je parlais de l'Observatoire de la démographie de l'Université Laval tout à l'heure. Les chiffres sont là. Si dans 30 ans, nous réussissons le pari de l'alphabétisation de l'éducation dans les pays d'Afrique subsaharienne plus particulièrement, l'Afrique comptera 2 milliards d'habitants dans 30 ans. Ce sera le continent le plus peuplé, le continent le plus riche en matière de ressources humaines et en matière de ressources naturelles. Il y a des pays qui l'ont déjà compris depuis longtemps, d'autres qui vont certainement, j'imagine, à un moment donné, en prendre conscience. Ce continent, comme je l'ai dit, si le défi de la scolarisation est relevé, et si ces pays membres de l'Afrique subsaharienne continuent à opter pour le français, parce que c'est un choix au lendemain des indépendances, un choix d'unité, parce qu'il y a des centaines de langues, et là il y a un choix d'unité nationale, de dire on choisit le français comme langue de formation, d'éducation, langue de la fonction publique, langue des affaires. Mais il pourrait changer, ce choix pourrait changer. Mais s'il ne change pas, parce qu'il voit justement qu'ensemble, au sein justement de notre mouvement, ils y trouvent leur avantage aujourd'hui, et demain, ils construiront cette organisation encore plus forte, eh bien, on aura 85% des francophones sur le continent africain. Ce sera 500, 600, peut-être 700 millions de francophones sur le continent africain. Et le Québec sera fier et content, avec ses 8, 10 ou 12 millions de francophones, d'avoir un relais avec la République française qui sait l'importance de cette histoire, de l'histoire qu'elle a eue avec ce continent. Et d'ailleurs, les événements du Mali nous ont montré combien il était important que cette histoire se poursuive, cette relation se poursuive. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que souvent, on entend tout et son contraire sur la francophonie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque qui est caractérisée par une mondialisation qui est presque incontrôlable à certains moments donnés. Le grand capital, les finances ont profité largement de la mondialisation. D'autres sont en marge de ce processus. Et le Québec sait très bien, il a pris part à ce débat, il prend justement, il sait combien la francophonie a besoin encore aujourd'hui de son expertise, de son expérience. Avec le président Diouf, on est convaincu qu'au 21e siècle, il est important qu'il y ait des espaces comme la nôtre, culturels et linguistiques. On reste convaincu que le monde de demain, et on le voit de plus en plus, c'est le multilatéralisme qui revient. C'est le multilatéralisme qui peut protéger actuellement le plus pauvre ou le plus démuni. C'est là où les voix des plus faibles peuvent se faire entendre. Et la francophonie, par ses concertations, par ses accompagnements, comme fait notre Institut du développement durable dans le domaine des changements climatiques, permet justement de donner les moyens de faire entendre les voix de ceux qui n'ont pas actuellement les moyens de se faire entendre. Je pourrais donner l'exemple de ce que nous avons fait dans le passé à l'UNESCO avec la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Le Québec a été
à l'avant-garde avec le Canada, avec la France, à amener tout le mouvement francophone à faire en sorte que l'UNESCO adopte cette convention qui fait que nous ne nous trouvons pas dans une société d'entertainment, mais chaque pays, chaque peuple peut soutenir, promouvoir, mettre de l'avant sa culture et enrichir le monde. Et cette convention, aujourd'hui, 85% des pays francophones l'ont ratifiée, et c'est grâce aux pays francophones que cette convention existe. La langue, évidemment, s'il y a un coin dans le monde de la francophonie où le sujet de la langue est sensible, c'est bien ici. D'ailleurs, les questions que j'ai eues ce matin à l'Hôtel de Ville, tout de suite après par la presse régionale, c'est sur la langue française. C'est pour ça qu'on a réuni à Québec en juillet dernier le premier forum mondial de la langue française. On s'est dit, le président Diouf, laissons la parole à la société civile. Laissons la parole aux jeunes. Nous dire, c'est fini le français. Le français dans les réseaux sociaux, le français dans l'économie, le français dans la recherche scientifique. Tout ça, c'est terminé. Non, c'est pas ça qu'ils nous ont dit. Il y avait près de 2000 participants à Québec, 94 pays, pas simplement le noyau de la francophonie institutionnelle. Et on l'a relaissé, le secrétaire général leur a dit, nous devons être des indignés linguistiques. Vous devez, vous, les jeunes, nous étonner, nous bousculer. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est des événements comme ça qu'on va multiplier la semaine prochaine, mais pas la semaine prochaine, après-demain, premier forum mondial des femmes francophones que le président Hollande a souhaité réunir quand nous nous sommes vus au sommet des chefs d'État à Kinshasa. Là aussi, les femmes, les droits des femmes, on le constate, reculent, régressent dans certains pays de la francophonie. Il est important, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, de créer un autre réseau. Un réseau de femmes, justement, à travers la francophonie, qui vont faire entendre leur voix et qui régulièrement bousculeront, justement, grâce à leur unité, bousculeront ceux qui souhaitent revenir en arrière sur certains droits ou ceux qui ne souhaitent pas donner un certain nombre de droits pour que l'égalité existe vraiment. Sur la langue, avant de passer à l'université, qui est le sujet central que vous souhaitiez et que j'aborderai aussi rapidement, sur la langue, je veux citer le président Diouf, qui répète sans arrêt l'honnête homme du 21e siècle, c'est celui qui parlera plusieurs langues. C'est pour ça que c'est important de voir qu'on est vraiment dans cette alliance qui nous amène à vouloir la diversité du monde, à ne pas vouloir une langue avec une unité de pensée où on penserait tous, à un moment donné, un de mes prédécesseurs avait l'expression de dire on va tous manger chez les McDo, on va tous boire Coca, on va tous écouter la même musique. C'est un appauvrissement et c'est pour ça que cette expression du président Diouf est importante. Alors, sur l'éducation, Madame la rectrice, je dirais qu'avec réalisme et avec vigilance, parce qu'on a à affronter au niveau de l'éducation et de la langue, pour nous, ça va ensemble. C'est les deux facettes de la même réalité. On a fait un choix en francophonie de contribuer selon 3 axes. Tout d'abord, celui de miser sur les nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité de l'éducation. Très tôt, et Jean-Louis Roy a été un précurseur, la francophonie a réuni à Montréal en 1997 la première conférence des ministres chargés des infos. À l'époque, on appelait ça les infos. Et il y a plein de ministres de pays qui ne savaient pas trop de quoi on parlait, mais on sentait que le monde était en train de basculer et de changer. Aujourd'hui, évidemment, les étudiants qui sont nés dans ce monde, dans cet univers, évidemment, ça ne leur rappelle rien. Mais la francophonie a été une des premières, comme elle a été une des premières organisations à se réunir avant Rio il y a 20 ans, a été une des premières à prendre conscience des enjeux. Et donc, on a développé avec nos amis de l'agence universitaire un programme très ambitieux. On a regardé ce que le Commonwealth avait fait, puis les erreurs qu'il avait faites depuis 15 ans sur le continent africain, et on a développé le programme de formation à distance des maîtres du primaire, IFADEM. Aujourd'hui, c'est un programme extrêmement populaire. On va bientôt avoir mobilisé 25 millions. 15 pays sont demandeurs sur le continent africain et Haïti. Pourquoi? Parce que voilà, si c'est vrai qu'on veut que le français reste une langue dans le monde, l'Afrique subsaharienne a besoin de minimum 2 millions d'instituteurs. On sait qu'il y en a beaucoup actuellement qui sont mal formés, ou qui ne sont pas formés, ou qui n'ont pas les moyens. Utilisons les nouvelles technologies.
C'est ce qu'on est en train de faire. Des dizaines de milliers d'instituteurs sont en formation actuellement, français, dans un contexte de respect des langues nationales. Parce que là aussi, c'est une force de la francophonie, de respecter le créole, de respecter l'arabe, de respecter les langues nationales africaines qui sont de grandes langues, qui ont de grandes langues transfrontalières, et le nouveau programme aussi École et langues nationales en Afrique, que la Banque mondiale vient de nous financer, voyant l'originalité de respecter au primaire la langue maternelle. Ça, c'est peut-être un clin d'œil que je peux vous donner. Je pourrais en rajouter un aussi avec nos 400, pour donner des chiffres, pour que ça soit concret, comme vous disiez, Mme la rectrice hier. Aujourd'hui, 400, un programme d'ailleurs qui est parti du Québec il y a 25 ans, à cause de l'immensité de notre territoire. Aujourd'hui, 400 centres de lecture et d'animation culturelle dans 21 pays de la francophonie permettent à 4 millions, bon an, mal an, de jeunes d'avoir accès aux livres, tout simplement, à des livres, à des nouvelles technologies, à des jeux éducatifs, à des images. Donc ça, c'est un des éléments de clin d'œil, d'action très concrète, très proche de la réalité de terrain. Le deuxième volet, je dirais que c'est miser sur l'innovation. Et là-dessus, je pense que notre agence universitaire a vraiment fait de ce thème de l'innovation le cœur de son action avec ses réseaux, ses bourses de mobilité, ses chaires d'excellence, ses filières d'excellence, la possibilité que les 4000 thèses en français sur le continent africain chaque année puissent être rendues accessibles grâce aux nouvelles technologies. Ça aussi, c'est de l'innovation, de pouvoir faire partager ce savoir au niveau de la francophonie. Et puis, je pense aussi toute cette nécessaire mobilité aujourd'hui et cette difficulté de relever la mobilité avec les contraintes de la sécurité. Et ça, c'était un appel de nos jeunes au Forum mondial, ça a été un appel dans toutes nos rencontres, circuler, pouvoir se rencontrer. Aujourd'hui, il n'y aurait pas, comme vous le disiez, Madame, 1300 étudiants de peut-être 60 pays dans cette université s'il n'y avait pas cette possibilité de pouvoir circuler, de pouvoir se rencontrer. Que les jeunes chercheurs, que les jeunes entrepreneurs, que les jeunes artistes puissent facilement, à l'intérieur de l'espace francophone, se rencontrer, c'est important. Et puis l'innovation, c'est aussi les 25 ans de notre Institut de l'énergie et de l'environnement que M. Bourassa avait souhaité et qui aura 25 ans cette année, et qui a élargi son mandat et qui touche aujourd'hui des sujets aussi divers que la responsabilité sociétale des entreprises, l'efficacité énergétique, le développement propre, mais également le combat qu'on va mener aux Nations Unies pour que la dimension culturelle du développement reste présente. Et puis le troisième volet, c'est un modèle éducatif juste et équitable. Nous nous battons présentement dans deux programmes, un sur la qualité de l'éducation, mais l'autre aussi sur le rôle de l'État qui doit réguler l'éducation. La puissance du privé maintenant dans certains de nos États membres, par une carence malheureusement de l'État souvent, qui n'a pas les moyens, risque de dévoyer tous les systèmes éducatifs pour les orienter dans une direction qui n'est pas celle qui devrait être justement au cœur de la responsabilité des États de s'assurer que tous les enfants aient accès à un système de qualité et puissent justement réussir leur scolarité et que l'État exerce son rôle qui doit être le sien. Voilà. Mesdames, Messieurs, je pense que le temps passe trop vite. Je vais terminer en vous disant justement pour vous l'importance de la jeunesse pour nous. Dans quelques mois, on aura les Jeux de la francophonie à Nice. 3000 jeunes sportifs et jeunes culturels, les meilleurs de 53 pays qui sont inscrits vont converger vers Nice. Souvent, c'est des sources de talent, mais c'est surtout, ce qu'on veut, c'est que les jeunes se rencontrent. C'est que les jeunes créent des liens. On a 150 jeunes volontaires qui donnent 1 an de leur vie sur le terrain dans nos pays membres au service de projets de la francophonie. Ça aussi, c'est créer des réseaux. Tous nos jeunes boursiers, c'est cette importance de la jeunesse. Parce que, pour nous, c'est eux qui portent notre héritage. On va passer le relais bientôt, Jean-Louis le sait. On s'est engagé, on s'est battu, mais il faut passer le relais. Et la francophonie va disparaître si la jeunesse n'y voit pas d'intérêt. Si la jeunesse ne voit pas justement que
cette francophonie lui a apporté, au moment où les jeunes en avaient besoin, la capacité de se rencontrer, de construire des projets, de développer des choses ensemble, d'avoir accès à l'éducation ou d'avoir accès, comme nos pères fondateurs, vous voyez, à cette richesse de la diversité culturelle. Victor Hugo disait penser, savoir et rêver, tout est là. Donc, je pense que cette maxime, en terminant, je vous inviterai à rêver. Il y en a qui regardent la francophonie dans leur rétroviseur et qui disent elle est ringarde, elle est dépassée, elle ne sert plus à rien. Moi, je crois qu'aller sur francophonie.org, quand vous avez le temps, et regarder ce que nous faisons en matière de démocratie, en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de développement durable et de développement économique. Et puis, peut-être à ce moment-là, vous l'aurez compris, nous sommes en chantier, nous sommes constamment en renouvellement et que nous avons besoin de ne pas entrer dans l'avenir à reculons. Et si demain ne sera pas comme hier, on le sait bien, on le voit bien, ça va très très vite, il sera quand même nouveau, puis ça va dépendre de vous, des communautés francophones, de vos engagements. Et c'est ce que j'essaie de passer comme passion, de vous dire, voilà, c'est l'engagement des hommes et des femmes en francophonie, et surtout des jeunes, qui va faire que, justement, cette ambition va être présente et que le monde, justement, sera tel qu'on le souhaite, un monde respectueux des différences, un monde, justement, meilleur, un monde de paix. C'est ce qu'on rêve tous, c'est cet engagement qui va nous le permettre. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention.